Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Amélie Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. C'est avec une grande fierté que je partage ce moment en compagnie de notre invité exceptionnel, Claude Parizeau, autour d'une tasse de thé. Claude Parizeau est sexothérapeute et expert en thérapie de couple avec la méthode Imago. Il est également auteur de livres. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour Claude. Donc voilà, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et on va prendre connaissance un petit peu de ton univers dans lequel tu as vécu et dans lequel tu vis aujourd'hui. Donc tu as été professeur d'éducation physique dans l'éducation nationale durant 20 ans et puis un jour, tu as fait le choix courageux de quitter une carrière stable dans l'éducation nationale pour suivre une nouvelle voie, pour une nouvelle vie, une véritable renaissance. Quelles ont été les principales étapes de cette évolution, Claude? En fait, ce qui a vraiment tout fait, c'est surtout un accident qui a permis ça. J'ai eu un grave accident de la route en 2000, en l'an 2000, 2000 ou 2001, je crois que c'est Oui. 2000. Un accident de moto, je suis resté 1 an à l'hôpital. Donc, on m'a dit que je marcherais plus. Donc, un prof de gym qui marche plus, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, écoute, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'était un endroit vraiment où j'ai vécu des états de grâce perpétuels. C'était un an de bonheur où j'avais rien à m'occuper. M'occuper que de ma rééducation. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. J'ai découvert qu'il y avait des métiers comme le coaching ou d'autres. Et à un moment, dès que je suis sorti, j'ai commencé à faire des formations de relaxologue. J'ai fait un stage c'était un stage sur le massage et la relaxation, un stage de 5 jours. J'avais Oui. été invité par une personne que j'avais rencontrée justement à l'hôpital. Et j'y suis allé, j'ai adoré la philosophie de vie de cette personne et de sa co-animatrice. Et j'ai intégré l'école qu'ils avaient eux-mêmes fait. Et puis, D'accord. c'était le début. Voilà, j'ai continué j'étais 2-3 ans en prof à mi-temps, puisque j'étais comment on appelle ça déjà, En mi-temps en thérapeutique? exactement, mi-temps thérapeutique. Oui. Et puis voilà, j'ai fait une formation de relaxologue, de thérapeute psychocorporel après, thérapeute transpersonnel, tout ce qui est état modifié de conscience. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Oui. Et un jour, en 2006, j'ai rencontré la méthode Imago lors d'un stage où ma partenaire d'alors m'a convié, on va dire m'a convié plus que convié, elle m'a tiré de force, on peut dire, comme très souvent les hommes le sont. Et ça a été une révélation. J'ai eu des frissons partout et j'ai voulu tout de suite être accompagné dans cette méthode-là. Et il n'y avait aucun thérapeute en France. Donc j'ai attendu 2009 pour me former en Suisse. Et là, on a créé l'association Imago France en 2012 et après, hop, ça s'est enchaîné. Je me suis formé à la sexothérapie en 2011, juste avant aussi. D'accord. Juste Alors, après ma formation de thérapeute de couple en 2009 et après, voilà. d'accord. Donc, du coup, c'est vrai qu'on reviendra un peu plus tard concernant la méthode Imago. Mais ce que je souhaite voir aujourd'hui, c'est que tu as été donc accompagné durant cette convalescence, du coup, après cet accident de moto, avec des personnes, des thérapeutes qui t'ont amené en fait un confort et un réconfort aussi. Et c'est ça qui t'a permis de prendre conscience finalement que le soin aux autres te correspondait ou était plus aligné avec toi à ce moment-là. Euh, Moi, comment dire, j'ai toujours voulu prendre soin, puisque prendre soin des autres, c'est une façon aussi, quand on n'en a pas conscience, de prendre soin de soi. Je n'étais pas capable de prendre soin de moi, donc j'ai projeté ça sur les autres, et puis j'ai voulu accompagner les autres parce que je n'étais pas capable de Mhm. m'accompagner, donc j'ai fait prof. Prof, je pouvais accompagner des élèves en difficulté, en plus j'étais en lycée professionnel. Oui, Mais, mais, euh, mais l'accident, moi, c'est l'accident qui m'a fait juste
prendre conscience que je pouvais pas œuvrer comme je veux dans l'éducation nationale parce que c'est un peu sclérosé, il y a trop de freins, il y a trop de bureaucratie et voilà, je trouve que l'enfant n'est pas au centre, comme on le dit en principe, mais il n'est pas au centre des apprentissages. Et donc, j'ai senti que je devais faire autre chose. Parce que l'accident m'a permis d'oser faire ce quoi j'ai toujours été fait, c'est-à-dire d'accompagner les gens, mais les gens qui ont envie d'être accompagnés. D'accord. C'est juste ça. À l'école, les élèves, des fois, n'avaient pas envie, voilà, ils n'ont pas envie. Être accompagné, ouais. C'était difficile de toujours forcer, d'expliquer le pourquoi du comment à l'école. Là, j'avais besoin que les gens viennent me voir parce qu'ils avaient envie, parce qu'il y avait une démarche personnelle, il y avait une, voilà, c'est juste Alors, ça mhm. et Alors c'est ça aujourd'hui, qui m'a mis. Oui. d'accord, excuse-moi. Aujourd'hui, donc, tu accompagnes les personnes vers plus de conscience et d'empathie en couple ou en solo à travers diverses méthodes à orientation plutôt psycho-corporelle. Tu peux nous en dire plus? Alors, c'est Ben, peut-être là que peut entrer en scène la méthode Imago, sûrement. je sais pas. En fait, le fait que j'étais prof d'éducation physique, c'était dans le corps et j'avais une intuition que c'était à travers dans le corps que ça se passe. J'ai entendu en formation que le corps ne ment jamais. C'est-à-dire la tête nous raconte beaucoup d'histoires, mais le corps ne ment pas. C'est vrai. Et donc, j'étais prof de gym. Après, j'ai fait thérapeute psychocorporel, c'est-à-dire j'ai appris beaucoup de méthodes dans ma formation de psychosomatothérapeute, beaucoup de techniques déjà de relaxation dans ma formation de relaxologue et des techniques psychocorporelles pour faire le lien entre le corps et la tête. J'ai Mm. toujours senti qu'on n'avait pas une barre, tu sais, on n'a pas une plaque qui sépare la tête et le corps comme si on voulait nous le faire croire à l'école. C'est vrai. L'école, on travaille que la tête. Mais le corps, il est complètement en lien. Donc moi, j'avais besoin de faire le lien naturellement entre le corps et la tête. Et j'ai fait beaucoup d'apprentissage, de méthodes, végétothérapie, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu le rebirth, la respiration holotropique, je me suis formé à ça. Euh, il y avait tous les techniques de Reich, les techniques, la sophrologie. Bon, il y a beaucoup de méthodes que j'ai apprises pour faire le lien toujours entre notre psyché et notre corps. Pour moi, tout est en lien. Ouais. Donc voilà ce qui m'a permis. Et Imago, quand j'ai rencontré Imago, c'est un autre endroit. C'est juste que j'ai eu des frissons partout quand j'ai rencontré cette méthode en 2006 et que j'ai senti que c'était le cœur qui allait toucher mon cœur. Moi qui avait tout Mm. fermé, Ouais. j'ai protégé mon cœur toute ma vie, j'ai fermé mes émotions et j'ai senti que Imago pouvait être une grande ouverture à cet endroit-là et me rendre quelqu'un de meilleur. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette méthode de manière concise? Parce que je pense que c'est une méthode quand même qui est très puissante pour les couples. En quoi elle consiste? Mais oui, et là, je viens juste d'avoir, il va y avoir un reportage certainement à la télé là qui va être fait là que je sors juste d'un entretien parce Oui, que pour moi, c'est la méthode la plus complète, la plus puissante pour relier les cœurs. C'est-à-dire oui, qu'on a tous un cœur, les hommes, les femmes, mais on a tous une façon de l'exprimer différemment. Nous, les hommes, si je schématise, hein, je vais être un peu oui. très genré, mais les hommes, on est un peu plus rationnels très souvent, on est des minimiseurs dans la relation, c'est-à-dire que on se protège, on a peur d'être rejeté, on a besoin Mhm. d'espace, on a besoin de liberté, on va beaucoup exprimer ce besoin de liberté, ce besoin de prendre le temps, de calme, de silence. Et ce qui fait, et le maximiseur, lui, c'est le contraire. Les femmes, elles vont plus être dans les émotions. Elles vont être plus à exprimer ce qu'elles ressentent. Elles ont besoin de s'exprimer assez rapidement. Et puis souvent, ça va passer par la colère ou d'autres émotions. Donc, on est vraiment différents. Et si chacun on reste dans notre monde, ben on reste à des niveaux différents, on peut pas se comprendre. Et on peut Mhm. faire n'importe quelle thérapie individuelle, c'est pas pour ça qu'on ira mieux dans le couple. Et moi, dans cette méthode-là, ben, on est face à face, les yeux dans les yeux, il y en a un qui parle, l'autre va faire le miroir de ce que l'autre dit. On va apprendre à être dans le monde de l'autre, à écouter pour comprendre et non pas à écouter pour répondre. Mhm. Et c'est très D'accord. différent si on va apprendre à parler avec notre cœur. Les rationnels, on va les faire descendre dans leur cœur. Les émotionnels, on va les faire remonter dans le cœur pour qu'ils parlent la même langue. Et c'est cette langue qui se fait à travers de dialogues. On appelle ça les dialogues imago. Oui. Et ces dialogues-là permettent vraiment de parler de cœur à cœur et de dénouer toutes les situations, tous les défis qu'on peut rencontrer dans nos vies de couple. D'accord. Alors, si Voilà. tu le souhaites, est-ce qu'on peut simuler une petite, juste un petit moment
entre toi et moi, voilà, en imaginant, voilà, qu'on a besoin peut-être de réaligner notre relation et que, voilà, c'est vraiment factice, hein, je précise à l'audience, Mhm. à l'auditeur. Et moi, je suis vraiment quelqu'un d'émotionnel. Alors, je vais me manifester souvent par de la colère quand je suis mécontente. Et voilà. Et comment tu fonctionnes dans ce cas-là? Par exemple, moi, si j'ai souvent des colères pour m'exprimer et que mon partenaire, ben, lui, il va être plutôt indifférent à ses colères ou alors plutôt, pour lui, ça le touche pas, c'est juste une émotion qui passe. Et moi, juste C'est de ça. voir qu'il est indifférent, ça va encore plus me faire monter en Et il n'est pas pression. indifférent. Il n'est pas différent, c'est que le minimiseur, il va s'anesthésier très souvent. Il va Ah, couper l'émotion, donc lui, il va faire glisse, ça va glisser. C'est pas voilà. qu'il est indifférent, c'est qu'il, son mécanisme de défense, ça va être de se cliver, tu vois, de se dissocier. Donc, D'accord. l'autre va avoir l'impression qu'il en a rien à faire, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est Mhm. insupportable parce qu'il se sent responsable de l'émotion de l'autre, alors que on n'est pas responsable de l'émotion Oui, de quelqu'un d'autre. Tu le sais bien. Et, oui, juste, le truc, c'est que toi, par exemple, tu vas demander un dialogue. Tu vas dire à ton partenaire, voilà, j'aimerais te parler d'une situation qui est arrivée hier, qui m'impacte, qui m'a déclenché, qui me fait du mal. Est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi ça me fait autant de mal? Tu vois, mhm. c'est ça. C'est que tu vas demander à l'autre de l'aide, non pas l'accuser. Parce que si un D'accord. minimiseur, on l'accuse, si tu l'accuses, ben, il va pas vouloir discuter, il va se sentir euh, Attaquer. incompétent Mhm. incompétent. Et nous, on a tous la blessure de compétence, les hommes. On est éduqués à être compétent, à être efficace. Donc, dès Mhm. qu'un homme, on va lui pointer du doigt qu'il n'a pas bien fait, c'est fini. Oui, Donc, tu vas faire, c'est que tu vas devoir parler de toi, que de toi. Dire, voilà, oui. ben, tu vois, je suis en colère là parce que quand tu as dit ça, voilà ce que j'ai vécu. Mhm. Et le maximiseur, justement, lui, tu vois, souvent, celui qui se met en colère, il doit apprendre à ne pas accuser l'autre. Parce que dès qu'il Oui. accuse, c'est fini, l'autre, il est plus là. Donc c'est une danse à deux. Mhm. Le maximiseur doit apprendre à parler de soi sans, à exprimer ses émotions, mais sans avoir une charge contre l'autre. Oui. Et ça s'apprend. Et le récepteur, il doit apprendre, le minimiseur, il doit apprendre à écouter l'autre sans se sentir coupable de ce que l'autre a vécu, juste de l'écouter, de le valider et de faire de l'empathie. D'accord, Ça ok. revient un peu à la communication non violente. Oui, c'est ça, Ça, exactement. ça prend un Et peu donc, de communication. juste l'autre prend conscience, enfin, par exemple, moi, en le disant, je prends conscience que je me mets en colère, que j'ai besoin de voir ce qui a été touché, Mhm. et la personne en face, lui, il va en conscience recevoir ce que je vis, et il va ouvrir son cœur et peut-être m'apporter aussi son empathie. Et moi, de me sentir dans l'empathie de l'autre, je vais ouvrir aussi mon cœur et c'est une reliance qui va se faire, à se créer à ce moment-là, c'est bien ça? C'est ça. C'est pas de la première fois, parce que celui qui est Oui, c'est fermé, il ça. va faire le dialogue, il va faire le Mhm. dialogue, il va le faire, hein. Il va faire de l'empathie, mais plutôt mentale. Il va dire, voilà, je comprends maintenant que quand je fais ça, tu vis ça. Même si tu vas pas le sentir, toi, dans la façon de le dire, ce qui est important, c'est juste d'apprécier l'apprentissage du minimiseur, de s'ouvrir progressivement. Oui, S'il est d'accord. accueilli dans sa capacité, même si c'est pas comme on aurait voulu, si on accueille juste sa capacité du moment à juste le dire, même si on le voit pas dans ses yeux ou dans son cœur, ben ça va l'aider à ouvrir petit à petit et à récupérer ces parties-là qu'il avait enfouies enfant. Parce que c'est à l'enfance, hein, qu'on enfouit toutes ces parties-là. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses que dans un couple, en fait, ce sont souvent les blessures liées à l'enfance qui peuvent remonter? C'est pas Ou souvent, c'est tout le temps. c'est tout le temps? Oui, c'est ça. Mhm. Et C'est vrai. systématiquement, quand on est en colère ou quand on aime quelque chose chez l'autre, c'est Oui. systématiquement lié à des besoins qui n'ont pas été satisfaits enfant Mhm. et qui ont été vécus comme des blessures pour l'enfant. Même si D'accord. l'adulte dit qu'il a eu des super parents, ça n'empêche pas. Même avec des super parents, on a eu des moments où, Oui. enfant, nos besoins n'ont pas été rejoints parce que nos parents ne peuvent pas être tout le temps disponibles. C'est impossible. Qu'on ait des bons parents ou des parents moins présent ou moins disponible, ben, on a tous eu des besoins qui n'ont pas été satisfaits et c'est ça qui se réveille, c'est ça l'imago, c'est l'image qu'on a imprimée en nous, enfants de nos parents, et c'est D'accord. cette image-là qui se réveille dans la relation de couple. Mhm. Ok. Donc c'est vrai que en fait finalement avancer en couple c'est un chemin initiatique parce que du coup on apprend au fil du temps et je pense qu'être en couple ça permet on va dire une accélération en fait de ce travail sur soi finalement. Oui,
Pour moi, une de mes formatrices disait que le thérapeute, c'est la relation. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut faire autant de thérapie individuelle que l'on veut. C'est pas pour ça qu'on sera meilleur partenaire. C'est pas pour ça qu'on sera mieux en couple forcément. Parce que ça passe par une danse. C'est la danse entre les deux. C'est pas forcément parfois. Moi, je fonctionne bien avec mes amis. Je sais comment les écouter. Il n'y a pas l'intimité qui entre en jeu, par exemple. Par contre, dans mes relations intimes, c'est autre chose. Je vais être Mm. beaucoup plus déclenché, beaucoup plus en insécurité, ou je vais dire, je l'étais en tout cas. Oui, Et c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'être en couple. Pendant très très longtemps, être en couple pour moi, ça a été, c'était vraiment. J'ai toujours essayé d'être en couple, mais j'y arrivais pas oui, d'accord. parce que c'est Et, l'intimité qui entre en compte. et oui, c'est ça. Et donc, tu as pu petit à petit te rendre compte, en fait, quelle blessure était réveillée à ce moment-là? Bien sûr, avec les dialogues, ça Mm. nous permet d'aller visiter ce qu'on ressent, ce qu'on vit et ce qui nous blesse, et puis on fait le lien avec l'enfance directement, tout le temps. Oui. Donc, du coup, le travail sur soi est important dans une relation. C'est-à-dire que on va prendre conscience qu'en fait, la vie de couple, c'est tout un chemin, c'est tout un apprentissage, mais c'est aussi pour apprendre, comprendre, grandir ensemble, grandir individuellement, mais aussi ensemble. En fait, ça dépend le niveau de conscience qu'on a. Il y a des couples qui sentiront jamais le besoin d'aller en thérapie, puis qui vivent bien comme ils sont. Si les gens sont bien comme ils sont, c'est parfait. Oui, Mais ceux qui vivent le couple conscient, euh, on peut pas se, on peut pas comment dire, faire l'économie. On peut oui. pas faire l'économie d'aller faire un travail personnel, parce que sinon tout ce qu'on veut pas aller voir à l'intérieur de soi, on va le protéger sur son on va Hmm. le pas le protéger, c'est amusant que je dise ça, mais on va ce matin j'ai du mal à trouver mes mots, C'est pas grave. projeter, voilà, le Le projeter sur projeter. Hmm, d'accord, ok. voilà, tout ce qu'on veut, et c'est ça qui se passe la plupart des couples. Les couples se séparent parce qu'il y a tellement de critiques, mais les critiques, c'est juste des choses qu'on a à l'intérieur de nous, des émotions qui n'ont pas été exprimées ou des besoins qui n'ont pas été exprimés. Donc, Oui. si on ne va pas faire le clair de ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh ben, on va continuer à projeter toute sa vie sur l'autre. Hmm. Et c'est assez fatigant, Et oui, c'est sûr, épuisant. ça peut user tout le monde et surtout, ça prend beaucoup d'énergie aussi au quotidien et ça peut aussi, en fait, aussi, comment dire, amener une énergie qui va plomber un petit peu le couple. Donc, c'est vrai que évoluer, voilà, en conscience, c'est quand même déjà un énorme plus quand on peut le faire. Voilà, après, tout le monde. Alors, moi, ce qui me vient comme question, c'est par exemple, dans un couple, s'il y a un partenaire qui a cette conscience du couple, voilà, de voir, de faire ce travail en soi pour vraiment avancer plus fluidement et que l'autre, en fait, lui, ça lui va très bien comme ça. Il n'a pas besoin de faire ce travail parce que pour lui, il pense qu'il n'a pas besoin de voir d'autres choses en lui. Comment ça peut s'auto-réguler, en fait? Parce que si on avance ensemble dans la même optique, c'est bien. Mais s'il y en a un des deux qui va plus avancer parce qu'il a cette conscience, mais que l'autre n'a pas cette conscience, voilà, à un moment donné, ça peut être dans un déséquilibre. Ma vision de l'amour, c'est que l'amour, c'est permettre à l'autre de se sentir libre et épanoui. Oui, Si je ne veux pas faire de thérapie alors que ma partenaire a l'impression de tout porter, parce que c'est souvent les femmes qui invitent oui, leurs hommes à la thérapie, c'est les hommes qui refusent de faire ce travail-là parce qu'ils ont peur de ne pas être compétents ou d'être montrés du doigt, etc. mm, Et le problème, c'est que il y a un éloignement. Moi, c'est pas un problème s'ils viennent, par exemple, quand ils viennent en thérapie de couple, il y en a un qui est souvent a fait de la thérapie et l'autre non. Mais ils se rendent compte d'eux-mêmes dans le travail à deux qu'à un moment donné, ils se rendent compte que s'ils vont pas aller voir à l'intérieur, leur couple oui, va capoter, comme on dit ici au Québec. oui, Il va avoir une séparation à un moment donné. Donc là, c'est là souvent que les hommes, ou en tout cas le minimiseur, ou celui qui fait pas de travail sur lui, sur elle, c'est là qu'il décide de commencer à faire le travail. Très souvent, malheureusement, il est un peu tard, c'est-à-dire que pendant des années, il y en a un des deux qui insiste pour que l'autre le fasse. oui, Elle le fait pas parce que lui, tout va bien. Sauf que quand la femme, la plus souvent, dit, ben moi là, j'en peux plus, là, c'est vraiment ma limite et je suis désolé, là, je m'en vais. C'est là mm, qu'ils vont dire, bah oui, alors je vais le faire, je vais le faire. Mais sauf qu'il est mm. trop tard. Oui, oui, La c'est femme est déjà. ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est un Ouais. grand classique. Ah oui, voilà. Et donc, du coup, quelles sont les différentes étapes de la relation amoureuse? Ah ben, Est-ce- les étapes, c'est clairement la période romantique au début. La Oui, période romantique qui dure on disait avant que ça dure 3 ans maximum, mais aujourd'hui, tout dépend si on vit ensemble, ça peut durer un peu plus, mais la plupart du temps, ça dure moins. On peut dire un an, 6 mois, un an, on peut voir déjà
dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup challengés. Et il y a tellement de possibilités, tellement de sollicitations que voilà, les couples, les 6 premiers mois, souvent, c'est lune de miel. Et dès qu'il y a les premiers conflits qui arrivent, on appelle ça la lutte de pouvoir, ben, on commence à voir l'autre moins idéal qu'on le voyait. Parce qu'au Mhm. début, on projette beaucoup nos idéaux et puis on est amoureux plutôt de ce qu'on aimerait de la relation, mais on connaît pas l'autre vraiment. Donc on trouve tous nos points communs, on trouve que tout est beau, que l'autre est vraiment le partenaire idéal ou le parfait complément. Sauf que ben c'est pas la réalité. On n'est pas des jumeaux, on n'est pas des clones. On est tous Mhm. différents. Et d'être différent, c'est pas dangereux, sauf que c'est difficile à gérer si on n'a pas d'estime de soi, si on n'a pas confiance en soi. Il y a plein de choses où on aimerait que l'autre soit pareil que nous. Voilà, pour plein de raisons, on commence à avoir des conflits. Et là, donc, on arrive dans la période de lutte de pouvoir. Et c'est là que l'idéal, c'est que les couples viennent faire un stage de couple à ce moment-là, parce que ils vont avoir tous les outils pour comprendre ce qui se passe et justement pour réguler leurs interactions et leurs défis. Et là, ben là, ils vont pouvoir mettre de la conscience. Et ça, c'est la troisième étape. On met de la conscience pour retrouver à la quatrième étape ben, la lune de miel. Et Oui. après, quand on est en lune de miel, bah, il y a assez de lune de miel, il y a assez de confiance pour aller voir d'autres, d'autres choses qui reviendront. Ça devient un cycle, hein. C'est toute une Mhm. roue. D'accord. C'est un peu ça, quoi. La vie, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Et est-ce que tu aurais, Claude, 3 conseils pour débloquer un conflit de couple? Voilà, 3 conseils simples qui pourraient être utilisés par les auditeurs. Bah, les conseils simples, hors imago, moi, c'est faire un dialogue. C'est sûr, les dialogues, vous sortez directement. C'est vraiment de connaître moi, pour moi, c'est la Oui. chose la plus claire. Si, sans rentrer dans le détail, ça serait déjà d'apprendre à écouter l'autre, ne pas en faire une affaire personnelle, hein, ce que les Mm. quatre accords Toltec, c'est apprendre, quand l'autre est en colère, se dire, mais c'est être curieux plutôt que de réagir. Mm. Apprendre à être curieux de mais pourquoi tu te mets en colère? Et C'est juste ça. de poser la question. Apprendre à poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Je veux bien t'écouter, mais me critique pas, me parle pas, parce que moi, quand on me critique, j'ai pas envie d'écouter. Mm. J'ai jamais envie de faire du mal. Si je te fais du mal, je suis désolé, explique-moi ce qui se passe. Mais m'accuse pas de choses que moi, ça me parle pas du tout. Ça serait ça un peu. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est la base. Apprendre à écouter vraiment l'autre dans son monde, être curieux de l'autre. Mais ça, c'est hyper dur de le faire parce que notre cerveau reptilien réagit des milliers de fois plus vite que notre cerveau intelligent, le néocortex. Donc, c'est dur, ça demande un espace sécurisé. Et l'espace sécurisé, c'est le dialogue imago. Moi, je connais pas mieux Ouais, d'accord. pour Mm. apprendre à s'écouter. Tu vois. Et après, c'est aussi de se donner des rendez-vous une fois par semaine pour se parler. Chacun de comment on s'est senti dans la relation dans la semaine. Ah oui. Pourquoi on dirait toujours ce qui va pas? Pourquoi on se prend pas un rendez-vous même de 15 minutes pour dire comment Mm. tu t'es senti dans la relation? Souvent, on le fait pas parce qu'on a peur que l'autre nous Oui. dise, bah, j'étais pas bien, t'étais pas disponible. Et souvent, on le sait qu'on n'était pas disponible, mais on a tellement peur d'être reproché qu'on préfère ne rien dire. Mais moins on dit, plus on s'éloigne, plus on devient des couples, comme on dit, des colocataires. Oui, c'est ça. Et pour toi, quels sont les ingrédients pour l'épanouissement du couple? Donc, tu me disais, donc c'est aussi écouter l'autre, c'est ça? C'est être Mais oui, dans l'ouverture du cœur. j'avais mis 4 piliers du couple. Tu vois, s'il manque un pilier, c'est bancal. S'il manque deux chaises à la chaise, ben, on Ah tombe. oui, Tu as 2 pieds à la chaise. Donc les quatre, c'était, si je me souviens bien, dans mon livre, j'ai mis, il y a la d'accord. communication. Une bonne Oui, communication, c'est justement chacun peut avoir sa vérité et s'écouter. C'est une bonne sexualité, mais avant une bonne sexualité, c'est une bonne tendresse, la tendresse, c'est-à-dire oui, les petits mots, les petits gestes de tendresse. Ça, c'est ça qui oui. permet de rester connecté. Et c'est avoir un projet commun. Si on n'a pas de projet commun au-delà des Mm. enfants, le jour où les enfants partent de la maison, ben, on se retrouve C'est ça. comme des seuls. On va se sentir seul parce que chacun fait des trucs de son côté, puis on se rend compte qu'on partage plus rien. Mm. D'accord. Donc c'est vraiment ça, sans sexualité, sensualité, projet commun, communication, c'est vraiment les bases. Pour moi, les bases. Oui, d'accord. Puis les 5 langages de l'amour aussi, de relire les 5 langages de l'amour ou apprendre le langage d'amour de l'autre, parce que des fois, on a l'impression qu'on fait plein de choses pour l'autre. Moi, j'aime bien rendre des services. Puis je rends plein de services, puis ma partenaire, je vois qu'elle s'en fout. Je me dis, bah, elle m'aime pas. Mais en Mm. fait, quand tu découvres que c'est son dernier langage d'amour, bah, c'est normal. Si elle, c'est des moments de qualité pour elle, bah, je vais apprendre à lui donner des moments de qualité. Si c'est les paroles valorisantes, bah, même si je suis pas quelqu'un qui était très doué pour faire des compliments, j'ai appris à le faire. Parce que mes partenaires, tous les partenaires que je rencontrais, comme par hasard,
bah, c'était ça le plus important pour elle. Donc j'ai appris à faire en sorte qu'elle se sente aimée. Et puis c'est devenu mon langage aussi d'amour, parce que j'ai vu qu'elle était heureuse, donc ça me rendait heureux, et donc j'ai appris à faire des compliments. Ça, c'est un exemple. Oui, voilà, donc c'est bien parce que c'est vrai que c'est apprendre aussi à être à l'écoute de l'autre, comment il fonctionne et c'est enrichissant aussi pour soi parce que ça permet aussi de voir une autre manière de fonctionner. Tout à fait. Voilà, tout à Voilà, fait. donc en tant qu'expert en relation, donc quelle idée t'aimerais partager avec ceux qui cherchent à améliorer leur propre relation de couple, mais dans la sexualité? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants liés à la sexualité sacrée, le tantra, slow sex, etc. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ou comment tu vois tout ça en fait? Dans mes stages, moi, je suis inspiré de tout ça aussi. Je suis Oui, sexothérapeute, donc comment dire, les hommes et les femmes, on a des mondes différents. Autant dans les dialogues imago, on apprend à parler la même langue, ben, dans la sexualité, c'est la même chose. Sauf que on peut en parler, mais parler, c'est pas suffisant. C'est important de se sentir en confiance. oui, Et pour se sentir en confiance, il faut se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il faut se sentir entendu et en connexion. Très souvent, si ça va être très genré ce que je dis, dans le monde dans lequel on est, où j'essaie de faire attention, mais on peut mettre du masculin et du féminin dans chacun d'entre nous. Donc je parle homme-femme, mais vous pouvez mettre femme-femme, homme-homme, c'est pareil, hein. Mais oui, très souvent, quand même, dans mon expérience, les femmes ou ceux qui ont des composantes féminines ont besoin de se sentir en connexion avec le partenaire, en connexion verbale et aussi passer des moments avec. Et ils ont besoin de se sentir aimés comme ça en étant en connexion. Et là, le cœur va s'ouvrir et si le cœur s'ouvre, bah, le sexe va ensuite s'ouvrir. Ça, c'est plus souvent chez nos partenaires féminines. Chez mm, les hommes, eux, c'est le contraire. Eux, ils ont besoin de se sentir désirés. Et quand ils se sentent désirés, ils se sentent aimés. Et là, ils peuvent ouvrir leur cœur. Donc, le problème, c'est qu'avec la sexualité classique, telle qu'on la connaît, puis telle qu'elle est valorisée de plus en plus dans la pornographie qui est oui, oui, accessible à tous et même aux oui, enfants qui, pour moi, sont trop jeunes parfois pour exactement. avoir ces images choquantes, et la pornographie peut être, voilà, pour moi, c'est pas quelque chose tel qu'elle est faite aujourd'hui qui peut aider à avoir une bonne sexualité pour les jeunes aujourd'hui, mais ils ont une vision de la sexualité qui est assez mécanique et qui est plus, on va dire, masculine, j'aime pas dire ça, et qui est plus efficace, tu vois, dans l'efficacité, dans aller à un objectif, tu vois, réussir quelque chose, Oui, être dans c'est la ça. performance. La Oui, performance, c'est ça, c'est ce qu'on nous apprend, nous les hommes, à être performants, tu sais, dans notre éducation. Sauf que ça peut marcher au début pour les deux, parce qu'on est dans nos hormones, comme je disais, la période romantique, et c'est les hormones qui nous guident, on a tous les deux du désir, donc ça peut nous convenir. Sauf qu'à un moment donné, ça devient très lassant pour au moins un des deux partenaires si il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas du ralentissement, s'il n'y a pas de la sensualité, s'il n'y a pas des gestes de tendresse avant. Donc il y a tout ça, la sexualité. Moi, dans mes stages sexualité pour couple, où oui, on dialogue sur la sexualité, ben, on apprend à se connecter autrement dans les chambres, hein, c'est un travail dans les chambres, et on apprend à avoir une sexualité, on va dire, différente, où la lenteur est le maître mot, où la douceur, la tendresse sont prônées, et où on apprend à se connecter de cœur à cœur pour vraiment tous les deux se rencontrer au même niveau. au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Oui, Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire l'amour que comme ça. oui, bien Après, sûr. si on peut rejoindre notre partenaire féminine en lui donnant du temps, en se ralentissant, eh ben, ça sera d'autant plus facile pour elle d'aller aussi dans notre monde, dans le monde, et si on a envie d'aller dans quelque chose de plus sauvage par moment, parce qu'on a ces parties-là en nous, que ce soit les hommes et les femmes en plus, hein. Oui, c'est Mais quand sûr. on assume vraiment nos parties-là, eh ben, on peut aller dans toutes sortes de sexualités après. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à se comprendre, à se connaître, et il y a des stages pour ça aussi. Moi, je conseille vraiment. Moi, le stage sexualité que je fais, j'adore, hein, parce que les couples arrivent, ils ont peut-être pas fait l'amour depuis 20 ans parfois, Ah oui, et à la fin des 15 jours, ils sont toujours reconnectés. Parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste d'avoir les outils pour. oui, oui, c'est sûr. Et comment, en quelques mots, comment tu pourrais donner cette différence qui existe entre la sexualité conventionnelle et la sexualité sacrée? Est-ce qu'il y a des mots qui sont vraiment
on va dire, qui sont là, en fait, dans la sexualité sacrée. Par exemple, la conscience peut-être de l'instant, être vraiment dans le moment présent, C'est peut-être ça. qui n'est pas dans Mais la pour être dans sexualité conventionnelle. Mais exactement. Il y en a qui, naturellement, vont l'être et puis ils vont avoir une belle sexualité, mais c'est vrai que pour être dans le moment présent, il n'y a qu'une seule façon. Moi, j'ai appelé mes premiers séminaires, quand j'étais relaxologue, j'ai appelé mes séminaires ralentir pour sentir. Oui, c'est Ben, vrai. j'ai tout dit. Quand je dis Ouais. ça, j'ai tout dit. Mm, Si on ralentit pas, on est dans de la baise, on est dans quelque chose de bien sûr. mécanique et on essaye d'aller à un endroit, à l'orgasme, et puis quand on arrive à l'orgasme, ben, après on s'endort, je sais pas, en tout cas l'homme Mm, peut s'aller vers l'endormissement et la femme elle reste sur sa faim. C'est un cliché, mais c'est oui, une des c'est ça. raisons pour lesquelles beaucoup de couples ne font plus l'amour. Donc, plus on ralentit, plus on se rend compte, on se regarde, on se touche, et on dit ce dont on a envie, besoin, on se dit des mots. Chacun doit apprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'on se sent désiré, qu'est-ce qui se fait qu'on se sent touché dans la sexualité. C'est important de dire notre vérité à l'autre sans que ça soit une obligation ou une exigence. C'est d'apprendre à dire notre vérité, ce qu'on a besoin pour se sentir connecté à l'autre. Et pour les hommes et pour les femmes, ça va être un peu différent, mais on se rend compte dans les stages que c'est pas si différent que ça. C'est Donc vrai. c'est juste, c'est vraiment apprendre à dire nos envies, nos besoins, sans qu'il y ait du reproche. Alors les reproches, c'est encore pire que tous les jours. Dans la sexualité, dès qu'il y a un reproche, c'est castration assurée. Ah oui. C'est que, Mm, eh oui. Un reproche dans la sexualité, on n'a pas envie de se mouiller, on n'a pas envie de se sentir rejeté, surtout l'homme. Dès qu'il y a une critique à cet endroit-là, ben, vous pouvez être sûr que ça va créer la bisbille, comme on dit ici au ouais. Québec. Mm. Alors, les problèmes de communication sont souvent à l'origine de tensions dans les relations sexuelles dans un couple. Quels conseils donneriez-vous au couple pour améliorer cette communication sexuelle et émotionnelle du coup? Ben, c'est se donner des rendez-vous pour en parler. Ouais, C'est voilà. déjà de parler, c'est de continuer à se donner des moments de tendresse. C'est-à-dire que la tendresse amène à la sexualité. Donc la tendresse, même si les hommes sont moins à l'aise avec les mots, eh ben, ils peuvent juste passer du temps, prendre. Et des moments de tendresse, c'est des moments où on peut prendre dans les bras, on peut se caresser, on peut se masser, sans qu'obligatoirement derrière il y ait un acte sexuel. Et pour une Mm, femme, après quelques années de relation, c'est hyper important. Sinon, elle a besoin de sentir, justement, tu parlais de présence. Mais la présence, c'est ça, c'est que l'autre soit présent dans l'instant à ce qui est là, et on ne sait pas où ça va après. On ne sait pas si ça va aller dans la sexualité, mais si l'homme, il a, ou la femme a dans sa tête déjà, parce que j'ai connu que c'était des fois inversé, même si c'est plus souvent chez les hommes que ça arrive, mais moi j'ai des partenaires où et j'ai eu des partenaires aussi où elles n'arrivaient pas à ralentir, où elles voulaient atteindre l'orgasme. Mais moi, je dis, moi, tout est bon, quoi. Je veux dire, c'est être dans l'instant. Et l'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau. Ça doit pas être un objectif. ouais, c'est L'objectif, ça. c'est juste d'être ensemble dans l'instant, comme tu disais, dans la présence. Mm, Et la présence, ça peut s'acquérir que dans le ralentissement. dans la Et lenteur, ça veut c'est dire, ça. et on n'est pas obligé d'aller tout le temps là. Mais à des moments, si je veux garder une belle relation avec ma partenaire ou mon partenaire, c'est une forme de relation qui est importante aussi à développer. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment présence, conscience, lenteur et être à l'écoute de l'autre et de soi aussi, ce qu'on a envie de partager. Voilà. Et pour ceux qui ont du mal à être à l'écoute de soi, parce que j'ai plein de gens, moi, je veux dire, étant abusé enfant très tôt, j'ai coupé mes sensations, Mm, je sentais rien. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail pour apprendre à ressentir déjà mes sensations, sentir mes émotions, puis après pouvoir sentir mes besoins. Parce que des fois, les gens, tu leur demandes, mais t'as besoin de quoi pour te sentir bien dans la relation? Ben, je sais pas. ouais, Oui, c'est ils peuvent ça. pas savoir puisqu'ils ne sentent pas. Mm, Donc, pour moi, c'est un devoir personnel si on veut aller dans des relations conscientes, épanouissantes. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se sentir épanoui, libre. Parce que c'est ça, c'est de chercher une liberté aussi à l'intérieur de soi pour se sentir libre dans le couple. Bah, c'est de se sentir libre de nos éducations, de tout ce qu'on nous a inculqué, qui, des fois, il y a des choses à garder, mais il y a des choses qui nous appartiennent pas. Et c'est de savoir qui on est là-dedans, qui on est au-delà de notre éducation, au-delà de ce qu'on nous a inculqué à l'école, dans notre culture, à l'église ou je sais pas quoi. C'est qui je suis. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma relation? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Et il y en a qui savent pas, il y en a ils font, et puis ils savent pas. Ben, s'ils veulent vraiment grandir, s'ils veulent sentir, ben ça s'apprend. Qigong, euh,
massage, yoga, euh, tai chi, et j'en passe. Ça peut être d'autres choses, ça peut être peinture, ça peut être de l'art, ça peut être l'écriture. Mais Hmm. trouver des espaces où je laisse du vide, je laisse de l'espace pour sentir, ralentir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ça, c'est apprendre. Et quand c'est inconfortable, si c'est trop inconfortable, parce qu'il y en a qui bougent tout le temps parce que c'est insupportable d'aller sentir le vide à l'intérieur, ben là, c'est important de se faire accompagner en thérapie par un C'est ça. psychothérapeute. Hmm. Et quand tu as eu, tu vois, des blessures dans l'enfance liées, comme tu disais tout à l'heure, à être abusé enfant, en fait, comment on arrive à se reconnecter à son être intérieur? Parce que finalement, comme tu disais, tu te coupes de tes émotions et tu as pas envie aussi d'aller chercher plus profond en toi parce que ça peut faire mal, ça peut faire peur. Et du coup, c'est aussi beaucoup d'émotions qui peuvent surgir, mais aussi ces émotions aussi qui sont bloquées. Donc c'est vrai que s'ouvrir à l'autre, c'est aussi s'ouvrir à soi. Et comment on peut parvenir évidemment en étant accompagné, mais comment pour donner envie voilà, aux auditeurs qui traversent peut-être ces événements-là, comment on peut arriver à travers un stage à retrouver en fait cette connexion en soi, mais aussi avec l'autre. C'est-à-dire avec la méthode Imago aussi, évidemment, mais des exercices, la respiration, avec quels outils tu utilises? Mais c'est pas suffisant, comment dire. Quand on a vécu un trauma lié à l'abus Oui, sexuel, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Moi-même l'ayant vécu, j'ai fait mon mémoire de psychosociologie là-dessus. En tout cas, je travaille là-dessus. Euh, Moi, de mon observation, dans ma famille, tout le monde a vécu l'abus. Euh, je vois quand il n'y a pas de travail sur soi, il y a de la souffrance. oui, C'est oui. juste ça. C'est qu'à un moment Mhm. donné, c'est de comprendre que tout seul, l'adage, on n'est jamais mieux servi par soi-même, c'est de la bullshit, comme on dit. C'est Mhm. c'est- c'est faux, on peut pas se débrouiller seul. À un moment donné, c'est d'être capable de demander de l'aide. C'est ça que j'apprends dans mon cabinet quand j'accompagnais les couples, parce que là, je fais que des stages. En ce moment, j'accompagne plus de couples, parce que j'ai pas le temps. Je fais que des stages pour les couples, parce que ça va beaucoup plus vite, et que ça Oui, leur vient moins cher aussi. Mais je leur dis, il n'y a pas d'autre possibilité à un moment donné. Ça, si vous n'avez pas d'estime de vous-même, si à chaque fois que votre partenaire parle de ce qu'il ressent et que vous, ça vous blesse, mais il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller voir pourquoi ça vous blesse et d'aller faire un travail personnel. Parce que sinon, là, vous allez vous faire du mal, les deux. c'est ça. Oui. Alors c'est Il n'y vrai a que pas là, d'autre possibilité. C'est pas question excuse-moi. d'outils, d'aide. C'est pas d'outils, oui, c'est plutôt de l'aide. Alors après, c'est vrai qu'avec déjà demander de l'aide, la personne peut nous apporter des outils aussi, mais c'est vrai que Oui. voilà, avoir déjà là, on va dire, pouvoir faire ce premier pas, d'aller demander de l'aide, ça c'est important. Mm. Et c'est vrai que la notion de consentement est devenue de plus en plus importante dans la discussion sur la sexualité. Comment tu enseignes la compréhension et le respect du consentement dans tes séances dans tes stages justement liés à la sexothérapie? Ben, on en parle, juste, c'est pas moi qui ai inventé en plus le consentement, maintenant c'est devenu, quand je vivais au Québec, c'est arrivé d'abord en Amérique, avec MeToo, et puis après c'est arrivé en Europe Oui, rapidement c'est après. ça. Mm. Moi, j'ai beaucoup accompagné là-dessus. Moi, le consentement, c'est juste, on fait un tout petit topo, même dans mes stages, on en parle un tout petit peu. Et quand ça arrive qu'il n'y ait pas consentement, on recadre en fonction de chaque couple. En fait, moi, j'utilise beaucoup dans les stages l'expérientiel, c'est-à-dire les couples amènent leurs problématiques et après, on fait de la théorie en lien avec la pratique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on en parle. Parce qu'il y a toujours un moment donné, euh, une histoire ou une blessure qui est liée au fait qu'il n'y a pas eu de consentement, vraiment, des deux côtés. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà, on parle de la roue du consentement qui est de Betty Martin. Donc si je me souviens bien, je me souviens plus du nom, mais Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago. Et ce livre est devenu d'ailleurs un best-seller. Qu'est-ce qui t'a Mhm. poussé à écrire ce livre en fait? Bah, ce qui m'a poussé à écrire, c'est déjà mon amie Anne Guéquière qui fait des podcasts Métamorphose, qui connaît la méthode et puis qui me connaît et qui m'a dit Claude, il faut que tu écrives ce que tu fais, c'est différent de tout ce que j'ai vu, donc ce serait bien que tu écrives. Donc j'ai mis du temps, hein, j'ai fait ça 5 6 ans après seulement qu'elle me l'ait dit. Et en fait, j'aurais voulu écrire d'abord un livre pour les hommes dans le couple,
pour inviter les hommes à se remettre en question, aller à l'intérieur, parce que c'est eux qui freinent très souvent le travail, parce que on a été éduqué avec la blessure de compétences, comme je l'ai dit, etc. Et moi, je suis un peu désespéré du masculin, comme j'ai été désespéré de moi-même pendant des années, hein. Je parle de moi aussi quand je dis ça. J'ai été un homme désespérant pour mes partenaires. Donc, je me dis à un moment, si moi j'ai réussi, je m'estime un peu français moyen. Et si moi j'ai réussi, je me dis que tout le monde peut y arriver. Donc je voulais écrire pour les hommes. Mais sauf que les maisons d'édition, ben, ils veulent pas des livres sur les hommes parce que les hommes Ah ne oui, lisent pas. Ben oui, parce d'accord. que les hommes c'est pas un bon public pour vendre. Et donc j'ai dû faire un livre sur le couple. Mais comme je suis un homme et que j'ai parlé pas mal de mon expérience dans le livre, ben, ça a beaucoup rejoint les hommes. Et c'est vrai que mes stages, ben, c'est aussi des hommes qui me disent, ben, c'est moi qui proposais à ma partenaire de venir parce que j'ai compris Ah à oui. travers ton livre que c'était important aussi que moi je sois actif dans la relation. Je suis pas seulement actif dans mon travail ou dans ramener de l'argent. J'ai compris que ma femme, elle a pas envie d'être la seule à porter le lien. Mhm. Et ça me touche, moi, quand les gens, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent et qui me disent ça, tu vois, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est que les hommes, le masculin change parce que tant que le masculin sera tel qu'il est, tant qu'on l'éduquera de la façon dont nous sommes éduqués quand même depuis des siècles, eh ben, il y aura des guerres, il Mhm. y aura toutes ces projections de notre malheur sur les autres au lieu d'aller voir à l'intérieur de soi. Si chacun pouvait aller voir à l'intérieur de soi, ben, il y aurait plus ces conflits. Moi, je pense qu'il y aurait plus de guerre même. C'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est aussi par rapport au conditionnement. Un homme, ça doit pas pleurer. Un homme, ça doit être fort. Un homme, ça doit, voilà, c'est. Et alors qu'un homme, c'est un être humain aussi, et il peut aussi avoir ses moments de vulnérabilité. Il peut avoir aussi ses moments de, ben voilà, de haut et de bas. Et ben par moment aussi, il peut dire, ben voilà, moi aussi, j'ai besoin ben qu'on m'écoute aussi parce que j'ai aussi des choses à dire et aussi des douleurs à transmettre. Et autant que la femme, et c'est vrai, c'est réunir le féminin et le masculin dans un même, sur un même chemin, sur une même voie. Et c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment plus harmonieux. Alors, Dans mes stages, dans oui, mes stages de couple, franchement, c'est les hommes qui apprennent le plus. C'est-à-dire, c'est eux qui sont tirés de force le plus souvent par leur femme. Ils disent, moi, je suis là parce que ma femme, mais bon, je suis consentant quand même, hein. Ceux qui viennent, ils sont quand oui, même consentants. Mais ils sont là parce que ils ont des ultimatums des fois. Mais quand ils sortent du stage, c'est magnifique. Moi, j'ai fait des vidéos d'1 minute 30 à chaque fois à la fin de mes stages. Je sais pas, j'en dois en avoir une cinquantaine maintenant de vidéos. Je les ai mis sur mes réseaux. Et tous les couples, et à chaque fois, les hommes disent, mais qu'est-ce que je suis heureux. Merci de m'avoir forcé à venir. Ils sont tous heureux. C'est eux qui apprennent le plus puisque leurs mmh, partenaires ont déjà un petit parcours dans le développement personnel en général. Mais les hommes, c'est eux qui découvrent le plus, c'est eux qui ont le plus à y gagner presque. Donc, moi, j'encourage vraiment tous les hommes à venir. J'en connais pas un qui est parti déçu. J'en ai pas vu depuis que ah, je fais c'est ça. beau. Depuis Mmh. 15 ans. C'est très beau. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution quand même de l'homme euh, dans le sens où aujourd'hui il ose s'ouvrir à ces stages-là, il ose aller avec sa partenaire pour travailler ensemble et se reconnaître ensemble. Est-ce que tu penses que cette génération, ou depuis quand tu sens quand même qu'il y a une évolution, si jamais il y en a une, si tu en as Euh, noté? je pense que ça, en France, c'est plus, par exemple, qu'au Maroc, je voyage beaucoup qu'à d'autres pays. On a une ouverture qui fait que, même au Québec, le couple, c'est pas une priorité. J'ai beaucoup moins de monde qui vient dans mes stages ici au Québec qu'en France. Ah oui. Donc, en France, c'est quand même le couple est au centre et on a conscience que le couple, c'est important de mettre de l'énergie dedans. Ça, c'est la bonne chose que j'ai envie de dire. Mais par contre, est-ce que ça évolue? Je suis pas sûr parce qu'on est tous dans notre milieu. Je pense que les fossés se creusent. Il y a des gens qui sont de plus en plus conscients, mais il y a aussi de plus en plus de pauvreté liée à tout ce qui se passe, des gens de plus en plus dans des états précaires. Et quand on est sur la pyramide de Maslow, quand on est C'est dans vrai. nos besoins primaires, ben, on Hmm, n'a pas l'énergie pour exactement. aller faire toutes ces choses-là. Donc, je pense pas. Je pense que c'est parce que moi, je vis dans un monde autour de moi où les gens se remettent en question. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a de plus. C'est vrai que mes stages se remplissent plus, mais c'est surtout parce que mon livre marche bien, puis que je pense que Hmm. je suis très simple. Moi, j'ai envie de rester simple et que voilà, j'ai les mêmes problèmes que les autres. Je pense que voilà. Mais je suis pas sûr qu'il y ait, malheureusement, j'aimerais bien dire qu'il y a une plus grande conscience. Je suis pas sûr. Voilà. D'accord. C'est ce que je peux dire. Alors aujourd'hui, tu es actif dans la présentation de conférences et l'animation d'environ 15 ateliers pour les couples chaque année. Alors, Mm.
tu couvres des régions variées, de la métropole française à la Suisse, la Belgique, la Réunion et le Québec. Est-ce que tu peux nous parler des problèmes courants auxquels font face les couples dans leur vie? Les plus courants, en fait. Les plus courants, bah, c'est surtout la communication, hein. Quand ils viennent pour le stage, communication et sexualité, c'est les deux Oui, vraiment plus importants. C'est soit les couples ont encore beaucoup d'amour, mais ils n'arrivent pas à se comprendre, et là c'est gagné d'avance, hein, parce que la méthode permet vraiment de se reconnecter. Soit il y en a un, ils viennent parce ils viennent pour se séparer, parce qu'il y en a un qui veut se séparer, l'autre ne veut pas, et ils essaient de trouver une façon, parce il y a des enfants souvent, et ils vont rester un couple parental. Donc, ils essayent de bien rester en bon lien pour pas que les enfants prennent cette charge-là. Ça, c'est bien. C'est quand même bien d'avoir conscience que les enfants vont forcément, si on se dispute dans la séparation, ils vont mal le vivre. Et ça va avoir des répercussions sur leur vie d'adulte après. Il il y a vraiment de tout. Quand les deux viennent, c'est gagné d'avance. Si les deux sont conscients et qu'ils ont envie de faire le travail, ça marche toujours. oui, Tu vois, d'accord. mais ils viennent pour tellement de raisons différentes. Hmm, Très souvent, c'est juste qu'ils se comprennent plus ou ils ont l'impression de plus s'aimer. ouais, c'est Et sûr. comme je dis, souvent, on a l'impression qu'on s'aime plus, mais souvent c'est la connexion qu'on a perdue, c'est pas l'amour. Hmm. Donc, c'est vraiment cultiver ce lien. Cultiver ce lien, c'est apporter, en fait, ben, vraiment de l'engrais de temps en temps. C'est désherber, c'est enlever les mauvaises herbes, c'est aussi replanter aussi de nouvelles fleurs. Et c'est aussi, finalement, c'est pas la finalité qui compte, c'est ce chemin que l'on fait ensemble, qui est, qui est très, on va dire, instructif et aussi qui est très, on va dire, puissant intérieurement parce qu'il nous permet aussi de cheminer et de se transformer. Voilà, c'est tout comme la métaphore du potager. Tu vois, le potager, c'est tous les jours. C'est pas au début on met de l'énergie, après on n'en met pas, hein. Si le potager on l'arrose pas pendant 5 jours, tout fane, hein. C'est ça. Les fleurs elles fanent, il y a pas de fruits qui peuvent émerger de là. Donc c'est pareil pour la relation, il n'y a aucun fruit qui émerge, aucun bonheur si on n'entretient pas notre relation. Et c'est vrai que ça demande de mettre de l'énergie. Pourquoi on serait capable de travailler 40 heures Ouais, et c'est pas mettre 1 heure de dialogue par semaine pour la relation? Il faut se poser la question, pourquoi je veux vivre en couple si je suis pas capable si j'ai pas envie de mettre d'énergie? Ça ne marche pas. Imago ou pas imago, hein, c'est pas ma méthode, c'est Mm. pas la méthode que j'utilise qui change quoi que ce soit. Ça nous donne un cadre sécurisé pour se connecter, mais sinon, si les couples, ça c'est on se lave les dents. On se pose pas la question. Si on doit se laver les dents 3 fois par jour, on le fait. C'est une hygiène corporelle. Ben, on doit avoir une hygiène relationnelle minimum 1 fois par semaine, c'est-à-dire un dialogue par semaine, dialogue imago. Et quand les couples font ça, ben, ils restent connectés dans la durée. Ils peuvent cheminer ensemble, ils peuvent dépasser plein de choses parce qu'ils restent connectés. C'est aussi simple pour moi aujourd'hui. Aussi simple dans les mots, hein, pour Mais oui, n'importe c'est sûr. qui. Mais oui, mais parce que la vie actuelle, je vois aussi, bon, moi, cet outil, j'y crois, j'ai mis du temps, hein, à Mm. l'utiliser. Mais je sais que cet outil-là, en l'ayant, bah, il peut m'emmener n'importe où. Dès que je vais pas bien, je demande un dialogue, et Et je sais c'est que derrière, il y a toujours de la lumière. Voilà, exactement. Et est-ce que cette méthode, on peut l'utiliser aussi dans les relations mais, de tous les jours, dans le cadre du travail, dans le cadre, des amis, ou est-ce que c'est uniquement réservé à la relation de couple? Ah ben non, mais tout à fait. Ça a été créé, il y a un métier qui s'appelle aussi facilitateur imago. Ouais, Euh, les formateurs ici en France et en Suisse forment aussi ce métier-là. Et il y a un livre qui vient de sortir en septembre, le mois dernier, il y a 15 jours, c'est Marion Malocène qui l'a écrit, et elle a écrit pour Imago en entreprise. On va même faire nos conférences ensemble l'année qui arrive, là, parce que ça marche beaucoup en entreprise aussi. Ça permet d'assainir les relations en famille, dans les entreprises, en individuel aussi, en coaching. On peut l'utiliser vraiment partout. d'accord, OK. Alors c'est vrai que comment tu nourris, beh, justement tes moments de vie d'homme? C'est-à-dire, voilà, comment tu parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup à l'extérieur, tu accompagnes de nombreuses personnes, de couples, surtout. Comment tu nourris ton quotidien pour justement avoir cette énergie et cette passion qui est là, on sent très bien, dans le quotidien? Est-ce que tu aimes, plutôt te reconnecter dans la nature? Est-ce que tu aimes faire plutôt du sport, voyager? Comment tu vis tout ça?
Avant, c'était le sport. J'étais professeur d'éducation physique. Je Oui, peux plus courir. et oui. La vie fait que je ne peux plus courir dans tous les sens du terme. Donc, je fais beaucoup moins de sport et je le regrette. Je voudrais, en fait, le fait que je bouge beaucoup, ce qui me manque là, c'est une activité régulière pour me ressourcer. Ça, c'est ce qui me manque. Donc, Oui, ce que j'aime, c'est là, je voyage. Mais ça m'aide pas à avoir une vie stable. Là, ces 2 années-ci, je les donne beaucoup pour le livre et pour cette approche en laquelle je crois énormément. Mais très bientôt, je vais déménager, je vais me poser aussi. Moi, ce qui m'aide, c'est le chant. J'adore chanter. oui, Une pratique pour moi de méditation, de yoga, d'être dans la nature, comme là quand je suis au Québec, d'être dans les espaces de nature, c'est vraiment magnifique. Et je vais à La Réunion, j'aime la mer. La mer me ressource. Là, je vis sur l'île de Noirmoutier parce que ah je suis à oui, côté de l'île. Donc, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de stages, mais entre les stages, je me repose et je me pose. voilà, Je c'est suis ça. présent pour mes amis, pour ma chérie, pour, euh, pour ma famille. Voilà, j'ai aussi du temps pour les autres. Mais c'est pas un rythme classique. C'est pas Hmm, tous les jours rentrer, je pars à 8 heures, je rentre à 5 heures. oui, Et je travaille le week-end quand même beaucoup. Et donc, c'est vrai que ça demande à trouver des espaces, mais c'est indispensable pour moi de trouver des espaces oui. vides pour pouvoir donner. Si je me donne pas à moi, je peux rien donner aux autres. Et c'est ça, Donc, exactement. Mais oui, il faut donc penser j'ai à une vie soi. qui me plaît. C'est ça, Mais faut oui, avoir une vie vraiment. La vie qu'on choisit, c'est se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je me donne ce qui est bon pour moi pour pouvoir donner aux autres après. exactement. Et faire des choix aussi de vie parce que mais c'est parce que ça vibre dans le cœur et non pas parce que c'est le mental qui me dit ben, je vais faire ça parce que c'est mieux pour la famille ou c'est mieux parce que c'est mieux rémunéré. C'est aussi qu'est-ce qui nous fait vibrer dans notre cœur pour justement aller vers ce qui nous semble le plus lumineux pour soi finalement. Parce que là, on s'épanouit finalement, c'est même plus un travail, c'est une passion que tu fais au quotidien. C'est aussi ce que tous les conseils, tous ces stages et tous ces séminaires que tu proposes, c'est aussi transmettre ce que tu as aussi peut-être tiré de tes moments difficiles dans ta vie. Est-ce que tu peux dire que ce que tu vis aujourd'hui, c'est toutes les leçons finalement que tu as tirées de ces moments difficiles dans ta vie? Bien sûr. C'est marrant parce que moi, je l'ai pas vécu comme difficile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive pas à, je veux dire, si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu avant. Ouais. Donc, je regrette rien, tu vois, ça permet de faire la paix aussi avec ses parents quand on a des choses à nous reprocher. Et tout ça, c'est tout ce que j'ai vécu qui fait ben, que je me sens libre. Tu vois, je me sens vraiment libre chaque jour quand je me lève, je me sens libre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Je me sens riche de tout ça. Puis c'est vrai qu'après 50 ans, on est plus dans la transmission. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre. Si moi j'ai réussi, je me dis que tout le monde peut réussir, donc c'est ce qui me motive à me lever tous les jours. Où j'ai pas besoin d'être motivé, mais je me sens toujours plein de vie, plein de choses à transmettre. J'ai l'impression que Oui, tout le monde voilà. peut y arriver, donc voilà. Et comment tu gères aussi aujourd'hui tes émotions personnelles? Voilà, on travaille, on a tous des émotions qui nous traversent par moments. Et si tu as une émotion assez puissante qui te traverse, imagine durant un stage de couple où tu te sens vraiment, ben justement, touché par l'histoire d'un couple qui est là et qui te bouleverse. Est-ce que tu arrives à gérer l'émotion ou juste tu vas accueillir l'émotion et tu vas là justement la laisser venir et faire son œuvre? Comment tu pourrais... T'as pris le bon exemple. T'as pris un bon exemple avec le stage au mois de juin. J'ai fait un Oui, stage super puissant, vraiment beau. Puis j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi et en général, je peux mettre à distance les émotions des couples, de ce qu'ils vivent. Mais à un moment donné, il y a un couple, là, je fais la démonstration devant tout le monde et puis on va dans l'enfance. Puis la personne dit, ben moi, je crois que j'ai jamais fait confiance à aucun adulte. Et moi, c'est venu me toucher de plein fouet, quoi. Vraiment, le petit ah garçon en oui, moi, je pense, l'a jamais mmh, fait. Puis j'ai eu les larmes qui ont commencé à couler. Qu'est-ce que j'ai fait en temps normal? oui, J'aurais tout blindé, je me serais fermé, je me serais. ouais, Et, et là, ce que j'ai fait, j'ai laissé couler juste, et je suis resté avec eux. J'ai juste accueilli cette émotion-là, j'ai respiré, et puis j'ai continué à les accompagner. Tout le monde a pu voir que j'avais des larmes qui coulaient. Puis j'ai pu en mmh, parler après. À la fin de la démonstration, j'ai dit bon, on va prendre 15 minutes de pause, et je reviens, puis je vous explique ce qui s'est passé. Puis en voilà, fait, c'est bien. j'ai expliqué ce que j'ai vécu et que en général, voilà, et puis que là, j'ai juste laissé circuler. En fait, je l'ai fait parce que c'est ça que je demande aux couples quand ils font le dialogue imago entre eux.
Moi, je l'ai vécu avec une partenaire. À chaque fois que je parlais, elle pleurait, elle prenait tout l'espace. Et elle était plus connectée à moi. Et moi, ça me mettait en rage. C'était mon moment de parler en thérapie de couple, et puis que l'autre se mette à pleurer. Et que se mette à pleurer, et qu'elle accapare tout la thérapeute pendant 1 heure, par exemple. Et ça me mettait hors de moi. Et donc, c'est tout l'apprentissage, c'est d'apprendre à laisser couler, mais à rester en lien. C'est-à-dire que au couple, je leur dis, mais si vous avez une émotion, ben, vous la prenez, vous la mettez, vous respirez, et puis vous restez connecté avec votre partenaire. Laissez couler les larmes, mais Mhm. restez en connexion avec. Et je leur ai juste montré ce que j'avais fait avec ce couple pour les modéliser, pour modéliser ce que eux, je les invitais à faire avec leur partenaire. Ouais. Alors C'est juste justement, accueillir, et oui, c'est accueillir. accueillir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va toujours donner des techniques pour gérer le stress, mais finalement, le stress ou les émotions, on va les gérer, oui, mais juste en les accueillant et finalement, on les gère pas, on les laisse justement circuler pour qu'elles puissent ensuite libérer tout ce qui a besoin d'être libéré parce que finalement, une émotion, c'est une information, un message que le corps nous envoie pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se vit. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup il y a beaucoup de thèmes sur comment gérer le stress, etc., les émotions. Mais finalement, il faut les accueillir. Après, évidemment, on va pas se laisser envahir tout le temps, mais c'est aussi dans un premier temps laisser accueillir, en fait, accueillir ce qui se vit et ensuite voir un petit peu vers quoi on va finalement. Alors, aujourd'hui, quels sont les signes, d'après toi, de relations toxiques à éviter? Parce que c'est vrai que de plus en plus, on parle, voilà, et des fois, moi, je vois que dans ma clientèle, je vois des personnes qui me disent, voilà, moi, je vis avec quelqu'un qui est un pervers narcissique et c'est invivable et je sais plus quoi faire, en fait. Et du coup, je me dis, est-ce que la personne, elle vit vraiment la situation euh, qu'elle vit, elle pense que c'est un pervers narcissique ou est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique et c'est compliqué à savoir. Donc, du coup, c'est là où je me dis des fois, quelle est la limite, en fait? Est-ce que toi, tu sais reconnaître, en fait, dans un couple qui est là devant toi, dans un stage, est-ce qu'il y en a un des deux qui a quand même qui est toxique pour l'autre? Et comment tu peux accompagner ces personnes? Comment tu arrives à justement avoir les mots pour justement qu'il y ait quand même une fluidité dans ce moment? C'est un peu compliqué là, parce que là, c'est un autre sujet qui nous demanderait 1 heure complète, tu Ah, vois. d'accord. Donc, C'est ce c'est- sera peut-être un autre podcast. c'est ça, parce que tu vois, la perversion narcissique, c'est devenu à la mode de dire pervers C'est narcissique ça. déjà, et Mm. puis très souvent, c'est juste des gens qui sont coupés. Moi, on m'a traité de pervers narcissique il y a 15 Ah. ans, parce que j'étais coupé. Quand tu te Mm. clives, tu es tellement clivé que tu n'as plus d'empathie. Quand tu n'as plus d'empathie, tu peux avoir des comportements qui sont très pervers. Ça ne veut pas dire que tu es un pervers narcissique et que tu prends du plaisir à ça. Mm. Donc, il faut déjà différencier. Et puis, quand on tombe sur quelqu'un comme ça, il faut savoir que ça se joue à deux. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire, Ouais, quoi, parce c'est que ça. il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet. D'accord, ok. Alors du coup, c'est vrai que là, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les auditeurs pour les aider à justement cultiver une vie sexuelle saine, épanouissante et satisfaisante? Alors je répète, je vais couper à ce moment-là. Pour terminer, quelles sont les principales leçons ou conseils que tu aimerais partager avec les auditeurs pour les aider à cultiver une vie sexuelle saine, épanouissante et satisfaisante? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est déjà de communiquer avec des espaces sécurisés où il y en a un qui parle, l'autre écoute, fait un résumé. C'est vraiment le dialogue imago. Pour Voilà, moi, le c'est dialogue ça. imago, il est de Mm. la sécurité. Pour moi, c'est de parler, mais parce que sinon, on peut pas parler si on se sent pas en sécurité. Il faut un espace Mm. sécurisé. Donc il y a ça. Pour la sexualité, c'est vraiment et de faire un stage. Faites, il y a des choses. Il y a le stage en Suisse, il y a ceux qui ont fait le livre Slow Sex qui font un stage d'1 semaine pour les couples. Et moi, je fais des stages sur la sexualité. Euh, Apprenez à bien communiquer, parce que souvent la sexualité, si on apprend à communiquer rien que dans un stage de base imago, je vois les gens, ils peuvent parler après de sexualité, ils me disent, mais même notre sexualité, elle s'est améliorée. Et des fois, c'est pas suffisant. Des fois, il faut vraiment d'autres choses. C'est tellement, pour chaque couple, ça va être différent. Donc, pour moi, c'est déjà s'écouter, vraiment, sans s'interrompre, sans se juger. Prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit et d'aller vers zéro négativité. Bon, c'est magnifique.
la base. Voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Ben non, c'est très complet. Merci, en tout cas de ce partage. Ça passait vite là, ça fait Et oui, c'est une vrai que heure. c'était très intéressant, très riche. J'avais vraiment hâte de vivre ce moment parce que je sais que beaucoup de couples traversent en ce moment des périodes pas faciles par rapport à la conjoncture, mais par rapport à beaucoup de choses, d'événements mais dans leur vie. Et c'est vrai que avoir des thérapeutes qui accompagnent des couples, c'est très précieux. Et là, vraiment, je suis très heureuse d'avoir accueilli Claude et c'était très, très, très riche. Et en tout cas, vraiment, je souhaite vraiment te remercier chaleureusement, Claude, d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast Le thé des thérapeutes, car la thérapie de couple, c'est un voyage vers la compréhension mutuelle et l'amélioration de nos relations. Et je suis reconnaissante d'avoir pu partager ces précieux conseils avec vous aujourd'hui. Et je vous dis donc à très bientôt. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires et si vous souhaitez en savoir plus sur les stages et les conférences de Claude Parisot, vous pouvez consulter son site, le lien dans la description de cet épisode. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast du Thé des thérapeutes pour ne manquer aucun épisode. Et je te dis à très bientôt, Claude. Et j'espère un jour vivre un de tes stages, en tout cas. Voilà, à bientôt. Isabelle, c'est très gentil. À Au bientôt. revoir. Merci, au revoir Claude. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.